Mon plus beau souvenir à la chasse avec lui, je pense que c'est le jour où, dans la track au talkie-walkie, je lui ai annoncé que j'avais fait mon premier sanglier. Tout de suite, il m'a appelé par téléphone pour me demander comment ça s'était passé, ce que j'avais fait, où, quand, comment. Alors, Roman, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir lors de notre podcast sur Instant Chasse. Merci à toi. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Roman? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Ouais, pas de souci. Du coup, je m'appelle Romane, j'ai 19 ans. Je suis une jeune femme passionnée par la chasse. Je travaille dans une armurerie, je fais un BTS en alternance du coup dans l'armurerie. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré pour l'événement porte ouverte de la boutique. Effectivement, on s'est rencontrés lors d'un événement journée porte ouverte à la boutique où tu travailles. Et puis tu m'as parlé de ta passion. Euh, alors certes, c'est autour de la chasse parce que on est un média sur la chasse, mais plus précisément, dans la chasse, dis-nous ce qui toi t'anime le plus. Moi, ce que je préfère, c'est la traque, du coup, la passion avec les chiens, la traque en communauté avec mon papa, du coup, plus particulièrement les chiens qu'on a. Et c'est vraiment le truc que je préfère au niveau de la chasse. Et donc, tu traques, t'as combien de chiens? Du coup, avec mon papa, on a 3 chiens. Moi, j'ai pas encore réellement de chien à proprement dit, mais avec mon papa, du coup, 3. Et, et c'est lui qui t'a initié à la chasse et à la traque? C'est lui qui m'a initié à la chasse, évidemment. Après, mes 2 grands-pères, en fait, chassent. Euh, Ils ont chassé, ils chassent encore certains, mais c'est plus particulièrement mon papa qui m'a emmené. Début petit gibier, après des demi-journées au gros gibier, et maintenant, des week-ends entiers au gros gibier. Ouais. Et c'était presque du coup naturel pour toi de t'initier à la chasse et de devenir chasseresse ou... C'était la lancée à suivre. J'ai accompagné mon papa une fois, puis j'ai redemandé une fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant, il m'appelle pour me dire tel jour on va à tel endroit. Ok, on a un agenda commun, il note les dates où on va et je le suis. Il n'y a plus de. Et vous chassez systématiquement tous les deux ou ça t'arrive toi des fois d'y aller toute seule avec des amis, de prendre les chiens ou... Ça m'arrive d'y aller seule, Ouais. sans mon papa, mais j'avoue que c'est pas vraiment la même sensation, c'est pas vraiment la même envie d'y aller. En fait, c'est un moment qui est commun, c'est une passion commune et c'est le moment où je peux être avec mon papa, discuter avec lui et partager quelque chose. Et c'est vraiment le truc que j'adore là-dedans. Et ouais, du coup, pour toi, la chasse, c'est bien plus que l'acte de chasse en lui-même. C'est bien plus que ça, c'est la relation avec les chiens, la relation en fait avec toutes les personnes qui vont être là, mais plus particulièrement avec mon papa. Tu peux nous en parler un peu plus, du coup, de cette relation un peu père-fille à la chasse et en dehors? Cette relation père-fille, elle a toujours été, on va dire, fusionnelle. Mais avec la chasse, ça l'a rendu vraiment très soudé dans le sens où, peu importe si qu'il y aille ou pas, si j'y suis, on va échanger toute la journée. Si j'y suis pas, le soir, il va m'appeler pour me raconter sa journée, me dire ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, comment les chiens ont agi, la fierté qu'il va avoir de me raconter sa journée. Mais enfin, alors qu'il pourrait très bien se dire, elle était pas là, elle était pas là. Mais non, c'est vraiment le truc de me raconter. Et quand je suis à la chasse, il m'appelle pour savoir comment s'est passée ma journée, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce qui a pu m'impressionner. Et c'est vraiment le truc. On peut être à 20 mètres chacun dans la traque et on va s'envoyer des messages, savoir comment ça se passe, quoi. C'est vraiment le truc. Mais on a toujours été cette relation assez proche, fusionnelle, très rentre dedans aussi. On n'a pas peur de se dire les choses et de surler dessus, mais Et ça vous arrive de vous engueuler à la chasse aussi? pas. Enfin, c'est des engueulades, mais c'est pas non plus trop méchant. C'est, c'est Un exemple? Ah quand je lui demande en fin de journée de porter mon épieu parce que j'en ai marre, que je suis fatiguée, que j'ai mal aux jambes et mal aux bras, il râle parce que c'est mon matériel, je dois le porter, mais bon, il finit toujours par C'est craquer quand et il même. le porte quand même. Donc il râle, mais en vrai, je sais que il râle, mais il le fait quand même. Oui, oui. Euh,
Est-ce que tu peux vu qu'on parle de ta relation avec ton papa à la chasse, qui t'a amené aussi à chasser et tout ça, ton plus beau souvenir à la chasse avec lui? Mon plus beau souvenir à la chasse avec lui, je pense que c'est le jour où, dans la track au talkie-walkie, je lui ai annoncé que j'avais fait mon premier sanglier. Ouais. Tout de suite, il m'a appelé par téléphone pour me demander comment ça s'était passé, ce que j'avais fait, où, quand, comment. Parce qu'à ce moment-là, je l'avais fait avec mon premier petit copain. Et il était étonné que j'ai fait justement que j'ai piqué un sanglier avec mon petit copain alors que lui il était là. Du coup, il était, je pense, un peu déçu que ça se soit pas passé avec lui, Jaloux? un peu jaloux. Mais le soir, le meilleur moment, bah c'était quand bah il m'a félicité d'avoir fait ça, que c'était le premier, mais c'était certainement pas le dernier, et qu'il y en aurait d'autres et la prochaine fois avec lui. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce moment où tu as piqué ton premier sanglier? Du coup, on était dans la traque. Les chiens ont pris un petit sanglier. On l'entendait au niveau du bruit de comment le sanglier bah, hurlait en fait, tout simplement. Du coup, on l'a entendu et moi, habituellement, je courais pas derrière les fermes. Je laissais les gens y aller parce que j'étais pas armée à ce moment-là. C'était mon papa qui avait l'arme. Moi, j'en avais pas encore. Donc, je sais pas, je suivais pas les gens et je les laissais y aller. Et là, mon premier petit copain, du coup, il me dit, viens avec moi. Je dis, bah, pourquoi faire? Je dis, je vais rien faire. Il me dit, viens avec moi. Du coup, je viens, je cours. Il arrive en premier, il se voit que c'est un petit. Du coup, il me tend sa dague et il me dit comment faire. Et puis, il m'a montré comment faire. Et puis, bah, voilà. Donc, c'était un moment hyper fort. C'était super bizarre comme sensation. L'adrénaline, les sensations de le premier, bah, d'une première fois. Mais en même temps, c'était du déjà vu parce qu'on avait déjà vu des gens faire ou quoi que ce soit. Mais c'était pas, Et le fait de le faire une première fois, ça t'a libéré et du coup, aujourd'hui, tu hésites plus à aller à un ferme, t'y vas ou quand même toujours avec... un peu de réticence, un peu d'appréhension, parce que là, je trouve que chaque situation est toujours différente. Ouais. Quand je sais que ça grogne fort, je sais que c'est trop gros pour moi, donc à ce moment-là, je peux courir porter le matériel pour l'apporter à des personnes qui, par exemple, n'en ont pas, ou un fusil qui sera pas adapté. Donc, j'apporte mon épieu sans problème. Je pars du principe que la traque, c'est un travail d'équipe et que on peut porter le matériel, accompagner sans pour autant tuer l'animal à la fin. Je trouve que c'est juste le fait de se déplacer en groupe, de d'analyser la situation ensemble et de pouvoir faire un truc ensemble. C'est pas La traque, c'est un travail d'équipe et la chasse en elle-même, c'est un travail d'équipe ou pas? Tout est un travail d'équipe, ouais. Je pars du principe que sans la chasse, enfin, sans la traque et sans les chiens, les postés, peuvent pas faire grand-chose sans nous. C'est-à-dire que les animaux vont beaucoup moins bouger, vont beaucoup moins sortir, alors qu'avec les chiens, même pour les postés, je pense que les traques silencieuses où il n'y a pas de chien, où on crie moins, Ouais. je pense que c'est beaucoup moins animé et beaucoup moins plaisant pour eux aussi, du fait qu'on n'entende pas en fait ce qui se passe. Ben, t'as anticipé ma question. J'allais te dire, est-ce que t'as déjà entendu parler des traques silencieuses et qu'est-ce que tu penses de ça en fait? J'en ai déjà fait quelques-unes, mais j'avoue que je suis pas fan parce que moi, ce que j'adore, c'est la relation justement avec le chien, où on voit son chien partir, on voit son chien courir, on l'entend aboyer au loin, on sait pas vraiment ce qui se passe, et je trouve qu'il y a une sensation supplémentaire. L'adrénaline, je pense, de savoir si le chien en fait va bien quand même. C'est pas parce qu'il aboie qu'il va mal, mais savoir réellement ce qui se passe, aimer savoir voir ce que son chien fait. Enfin, je trouve que les tracks silencieuses, c'est pas du tout. Enfin, quand on a l'amour pour le chien et la passion du bruit que ça procure, je trouve que c'est complètement différent et c'est un peu moins plaisant. Je vais pas parler au nom de tous les postés, hein, mais moi, pour ma part, lorsqu'il y a une battue et qu'on n'entend pas les chiens, bah, ça n'a pas la même saveur. Même si un animal qui se dérobe silencieusement, c'est pas la même saveur que si on entend des menées à droite, à gauche, ça va, ça vient, ça s'éloigne. C'est là où je ressens le plus d'émotion, d'adrénaline, comme tu disais un petit peu. Donc ouais, je comprends tout à fait. Petite question par rapport toujours à la chasse, on travaille en équipe. Il y a une petite guéguerre entre tracker et posté ou pas? Je pense qu'il y a une petite guéguerre dans le sens où on n'a pas enfin, on est dans le même milieu, mais pas forcément la même. Je sais pas comment. Pas la chasse de la même manière. On vit pas la chasse de la même manière. Les postés, enfin,
Des fois, je suis postée, hein, ça m'arrive, mais après, je trouve ça... Je sais pas comment exprimer mon point de vue sur ça. En fait, sans tracker, les postés, y a pas grand-chose. Tu peux dire, hein. J'aime pas le fait d'attendre l'animal et d'espérer que que les gens fassent. En fait, j'ai l'impression que les gens font le travail à ma place pour m'apporter l'animal. Mais après, quand ça m'arrive, je suis bien contente. Mais, je sais pas, j'aime pas ce... Non, non, bien sûr. Tu vois, moi, j'ai travaillé qu'une seule fois dans ma vie, et encore sans leur manquer de respect, c'était pas une vraie track. Il n'y avait pas des vrais trackers. C'était dans une communale. C'était les chasseurs de petits gibiers qui ramenaient les chiens de petits gibiers où on faisait pour faire bouger bouger les les choses. chevreuils, tu vois. Il y avait vraiment que ça. Donc, au final, ami tracker, si vous m'entendez, si vous voulez m'inviter un jour à participer à une track, avec plaisir. Et, tu vois, je j'ai jamais ressenti les émotions comme tu les décris, mais en tant que posté, ben j'ai quand même des émotions et de l'adrénaline. Donc c'est pour ça que aujourd'hui c'est bien que tu puisses parler de la track et de ta passion pour les chiens, pour la track. Euh, c'est quoi une track réussie pour toi ou comment on l'organise, comment on fait? Une track réussie, déjà, c'est une track qui avance ensemble, qui communique. On n'est pas un tracker déjà arrivé et un tracker encore au milieu. Ou... En fait, il faut qu'il y ait énormément de communication. Donc maintenant, ça se fait beaucoup par les talkies. Ouais. Ultra pratique, je l'avoue, pour tout ce qui va être les fermes qui sont à l'opposé, que le garde il annonce, qui doit y aller, comment agir. Donc en fait, je pense que la base d'une track, c'est la communication. Alors même si on peut pas appeler ça une équipe dans le sens où c'est pas un club de foot où tout le monde se voit tout le temps parce qu'on va tous dans des chasses différents, en fait, on sait que quand on va à tel endroit, on sait comment ça se passe, comment faut agir, et en fait, on change d'équipe en fait un peu tous les week-ends, tous les jours, et on sait qu'on connaît le fonctionnement de tel garde, que tel garde est différent, et en fait, faut pouvoir s'adapter aux personnes avec qui on va être, connaître les difficultés de chacun sur chaque animal ou sur chaque situation, et pouvoir justement communiquer, savoir quelle personne a envoyé au bon moment, au bon endroit, et Et est-ce que pour toi une chasse réussie, c'est une chasse où on voit où on tue le plus d'animaux? Non, pas forcément. pas forcément. Donc oui, c'est très plaisant de voir à la fin de la journée, qu'il y a des animaux au tableau, qu'on a vu énormément de gibier. Après, c'est pas pour autant que si on n'a pas vu d'animaux, que la journée a été mauvaise, qu'on a passé une mauvaise journée et que la traque n'a pas fait son travail. C'est pas pour autant que c'est peut-être que la traque est tout simplement il y avait pas d'animaux à l'intérieur ou alors que les animaux, on le voit énormément maintenant, les animaux, faut leur marcher dessus en fait pour qu'ils bougent. Et à l'heure actuelle, les surfaces de track qu'on prend sont juste énormes des fois. Ouais. Donc le fait de devoir marcher sur chaque animal pour qu'il puisse décoller, c'est compliqué. Que ce soit sanglier, chevreuil, cervidé, peu importe, pour toi. On peut leur tourner en rond, les cervidés, s'ils se mettent en rond au milieu, on a beau faire tout ce qu'on veut, s'ils ont décidé de passer là et de pas sortir, ils vont passer là et ils ne vont pas sortir. Ça me fait penser, tu chasses avec quoi comme chien? Des petits fox. Des petits fox? On va pas parler de grands chiens de chasse, quoi que ce soit, vraiment les petits fox de canapé qui vivent à la maison et Oui, et c'est pas grave, ils sont très bons pour toi. pour moi, ils sont très bons, ils sont super. Moi, je passe des journées juste excellentes avec eux. Quand je les entends mener, aboyer, quoi que ce soit, je suis vraiment super fière. Quand je les vois revenir avec du sang, bah, je suis quand même contente parce que bah, ça veut dire qu'ils ont été sur l'animal, qu'ils l'ont suivi et qu'ils ont en fait fait tout leur possible pour que l'animal sorte. Et t'as pas peur pour eux? J'ai très peur pour eux. On sait très bien que le matin, on peut les mettre dans la boîte, enfin, dans la caisse, dans la voiture, et que le soir, on peut ne pas les ramener dans le même état. Ça nous est déjà arrivé de ramener un chien, justement, blessé, qu'on a dû emmener chez le véto. Maintenant, je les emmène moi-même chez le véto, donc c'est un peu plus compliqué. C'est une sensation vraiment que je déteste. Mais on sait que c'est les aléas de la chasse. On sait que le chien, on le met dans la voiture le matin dans un état. On ne sait pas comment on le ramène le soir. Et qu'est-ce que tu répondrais par exemple, aux détracteurs de la chasse qui te diraient, mais tu te rends compte, tu prends ton chien, tu l'envoies au risque, se faire blesser, à la mort. Qu'est-ce que tu leur répondrais? S'ils savaient l'état dans lequel sont nos chiens quand on les emmène pas à la chasse, je pense qu'ils comprendraient que
on les force pas à y aller et que eux-mêmes sont au cul de la voiture le lendemain matin, prêts à monter en voiture, prêts à y aller. Ils tremblent, ils aboient dans la voiture le temps du trajet. Enfin, vraiment, toute la journée, ils sont à fond. Ils tirent sur la laisse pour y aller. Alors, l'éducation, on n'y est pas trop, mais enfin, on voit très bien que si on va à la chasse sans eux, pardon, c'est ma mère passe une journée juste horrible là, Ouais. à la maison avec les chiens qui aboient à la mort jusqu'à ce qu'on rentre le soir. Ouais, en fait, ils ont ça dans le sang, ils sont Ils ont ça dans le sang, ils sont comme Obélix, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. On les a emmenés, ça leur a plu. Il y a des chiens qu'on emmène à qui ça plaît pas. On en a eu une avec mon papa qui avait peur des coups de fusil. On l'a plus jamais emmené, mais après les autres, il y en a un là, il a 14 ans. On vient d'apprendre qu'il avait un cancer à l'estomac, mais il a fait ses dernières chasses à fond. Et seulement après la saison de chasse, on s'est rendu compte qu'il était malade et le chien ne souffre pas. Il a couru, il a fait des kilomètres et des kilomètres. Mais 14 ans, le chien tremble à l'arrière de la voiture pour encore y aller. Donc certes, il faisait plus des journées complètes à la fin parce que c'est trop pour lui, mais juste venir faire 2 heures de track, le chien, il était juste heureux. en fait, tu crois que c'est ça qui l'a amené à, entre guillemets, mettre ses symptômes de côté, juste pour la saison de chasse? Oui, parce que les symptômes sont apparus seulement après la saison de chasse, alors qu'apparemment, selon les vétérinaires, la tumeur est là depuis un sacré moment. Mais je pense que le fait que la saison de chasse le maintienne actif, les symptômes ne sont pas apparus. Et dès qu'il y a eu le repos, le chien, on a vu tout ce qui se Ouais. passait en fait. Tes chiens, comment ils s'appellent? Et on a Gringo, Joker et Tango. Et Gringo, Joker et Tango, ils chassent sangliers, chevreuils, cervidés ou ils sont créancés sur un animal? Tout ce qu'ils peuvent trouver, ils vont courir après, peu importe ce que ça va être. On essaie de les retenir sur certains animaux. Par exemple, quand c'est un chevreuil, qu'on sait qu'on ne tire pas les chevreuils, on va essayer de les retenir, mais malheureusement, c'est pas des chiens de chasse qu'on a créancés sur un animal spécifique. On les laisse courir. Oui, bah, de toute On façon, rappelle, mais on sait très bien qu'on aura beau rappeler tant qu'ils n'auront pas fait ce qu'ils voulaient. on peut pas trop leur en vouloir de chasser un chevreuil qui n'est pas au tableau le soir, alors que c'est ce qu'il aurait demandé Voilà, c'est ça. les C'est autres pas comme jours. s'ils étaient au rond le matin, on leur disait, vous chassez pas les chevreuils. Je peux dire à mon chien, tu chasses pas le chevreuil aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il va m'écouter. C'est quoi un bon tracker pour toi? Ou on va dire, c'est quoi un bon chasseur pour toi? Ou chasseresse? Un bon tracker, c'est quoi? C'est quelqu'un du coup qui va avoir, je pense, un collectif en tête et qui va pas être là pour sa performance personnelle, de dire moi j'ai fait tant de sangliers, moi je fais comme ça. Ok, tu peux dire que tu fais comme ça, que t'en as fait autant, pour expliquer à quelqu'un comment tu fais. Je dis, moi, mon papa, c'est ce qu'il fait. Il explique à des jeunes, des fois, qui savent pas comment réagir, à comment faire, parce qu'on lui a posé la question. Mais sans pour autant être dans, ouais, moi, j'ai fait ça, et de se valoriser, juste dire, moi, je fais comme ça. Du coup, avoir un sens Du du collectif? collectif, du partage, si il y a quelqu'un qui a réussi, on est content avec lui. On n'est pas, ah, il en a fait un et pas moi. Enfin, c'est vraiment ça. Et après, le collectif, c'est ce que je disais, pour porter le matériel, pour se porter volontaire, pour aller dans les ronces, aller dans un étang parce que ça arrive. Ou par exemple, emmener les chiens chez le veto. Je trouve que c'est quelqu'un qui a 4 chiens dans le carré, qui a un chien de blessé, quelqu'un qui a pas de chien. Bah, je suis désolée, et celui qui a pas de chien, il emmène le chien de l'autre qui est blessé au veto parce qu'il n'y a pas d'autre chien à récupérer et c'est l'équipe. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, la différence et les petites guéguerres des fois entre trackers, entre postés. Euh, j'ai souvent entendu au Toki, justement, lorsqu'un animal saute la ligne, n'est pas tiré ou alors est loupé. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont bons à rien, ces postés. Ou alors, en fin de journée, de toute façon, ces trackers, ils sont bons à rien, c'est pour ça qu'on n'a rien vu. Euh, c'est des phrases qui te parlent, ça? C'est des phrases qui me parlent, que j'entends du coup tous les week-ends. Enfin, du coup, je peux exprimer juste ma version en tant que traqueuse qui dit que les postés sont bons à rien. Parce que c'est une phrase que moi-même je dis. En fait, c'est une phrase, je pense, qui est dite dans la frustration, dans le sens où on a couru toute la journée après les animaux et dans le sens où vous avez juste à lâcher une balle pour que l'animal tombe.
et vous loupez. Et c'est tellement frustrant que nous, on est couru après pendant 2 heures, qu'on ait marché dans les ronces, dans l'eau, qu'on soit trempé, que les chiens, et on ait plein les pattes. Et en fait, c'est juste En fait, c'est pas vraiment contre vous, parce que on sait que on loupe tous. On le sait, nous-mêmes, quand on va au poste, on loupe. Mais c'est juste la sensation d'avoir pas travaillé pour rien, mais travaillé pour un échec. Mais après, c'est le jeu, hein. On sait que tout chasseur loupe forcément un jour. Bah oui, bien sûr. Et puis heureusement, de toute façon, sinon, faudrait aller à la boucherie ou au bal-trap. Et encore, au bal-trap, heureusement qu'on loupe aussi. Est-ce que tu penses que, toi, en tant que traqueuse, les trackers sont dévalorisés, pas assez valorisés, en règle générale à la chasse, ou tu l'as jamais ressenti? Avec certains postés, on ressent qu'on est un peu les gueux de l'action parce que on est d'accord que eux payent pour aller à la chasse. Donc ils s'attendent à avoir quelque chose. Donc en gros, c'est comme si on était leurs serviteurs. On est des fois dans certaines chasses, on est mis à l'écart, on mange pas ensemble, on est séparés, on se voit pas. Le seul moment où on se voit, ça va être quand on va aller passer devant la ligne pour aller piquer un animal ou tout simplement pour s'aligner pour pouvoir commencer la traque. Mais il y a certaines chasses où ça va être... En fait, c'est en fonction de la mentalité de la chasse, je pense. D'accord. Et tu penses que plus c'est des chasses de standing, plus tu le ressens? Ouais. Après, bah, à partir du moment où les gens commencent à payer un gros prix, enfin, un prix assez conséquent pour pouvoir chasser, je trouve qu'ils se mettent du coup plus en supériorité par rapport à nous, vu que nous, entre guillemets, on est là. Comme si tu étais à leur Là service. aussi, on était à leur service, ouais. Si on abordait maintenant le fait que tu sois jeune, une femme, à la chasse et en plus dans la traque. On va dire que déjà il y a peu ou pas assez de chasseresses en France. Euh, des jeunes, bah faudrait qu'il y en ait un peu plus. Et dans la traque, je vais dire l'endroit le plus entre guillemets sale, mais pas dans le sens péjoratif, et le plus dur. Comment, comment un petit bout de jeune femme de 19 ans se plaît à la traque? Et si tu devais dire aux dames, aux jeunes femmes qui nous regardent, hésitez pas, venez, comment tu leur expliquerais? Je leur expliquerai que, en fait, ça va être en fonction, je pense, du tempérament Ouais. et du caractère qu'on a. Que pour pouvoir aller à la chasse, être avec des hommes à longueur de journée, entendre certaines remarques, comme quoi t'es une femme, t'as rien à faire là, ou par exemple on te voit à la chasse et on te regarde, bah, une fois on m'a dit, vous venez pour le service? T'as déjà entendu quelqu'un te dire, en tant que femme, t'as rien à faire là? Quelqu'un qui m'a déjà dit ça, et à une chasse, je suis arrivée, je viens, je suis avec mon chien, et on me dit, vous venez pour le service? Il le savait très bien. Bah, j'étais avec les chaussures, j'avais ma veste orange, j'avais le pantalon, enfin, j'étais pas en civil, quoi. Bah, non, je viens chasser. Ah bon? Je dis oui, puis si vous voulez tout savoir, je travaille même dans une armurerie. Et là, le mec, il me regarde avec des yeux, mais comme si je l'avais insulté. Et je dis, c'est pas parce que je suis une femme que je suis là pour faire la cuisine. Je dis au contraire, moi, je suis là avec mon chien, je vais aller chasser, quoi. Et comment on peut faire pour faire changer ces mentalités-là? Bah, justement, faut y aller et montrer qu'on n'a pas peur. Même s'il y a une partie de nous qui a un peu peur, en fait, faut montrer que c'est pas parce que je suis une femme que je vais pouvoir moins faire qu'un homme, que je vais moins bien faire ou que. Alors oui, je pourrais pas tout faire. C'est-à-dire qu'un sanglier de 90 kilos, forcément, je vais pas aller dessus parce que je sais que je serai en difficulté. Mais bah, comme je disais, les gestes qui comptent, ou dans le sens où bah je vais avoir besoin d'emmener les chiens, je vais les emmener. S'il faut que je suive, je vais suivre. S'il faut aller chercher les véhicules, je vais aller chercher les véhicules. En fait, être le plus polyvalent possible, même si on sait que bah il y a des trucs qu'on pourra pas faire. En fait, compenser en faisant autre chose. Par exemple, je vais pas piquer un sanglier de 90 kilos. Par contre, le soir, si vous voulez, je peux le vider et le dépouiller. Ça va pas me poser de problème. Certes, je vais pas pouvoir le tuer parce que physiquement, ça va être trop dur. Mais par contre, le soir, vous me demandez de préparer la viande, bah, il n'y a pas de souci. En fait, il faut compenser ce qu'on peut pas faire par d'autres petites actions. Tu parlais là justement
de vider un animal, le préparer, le dépouiller. C'est un truc banal pour toi maintenant? C'est un truc banal pour moi maintenant. Bah pareil, c'est mon papa qui m'a tout appris. Dès le plus jeune âge, enfin 8-10 ans, j'étais déjà dans les boucheries à regarder mon papa faire. Donc certes, je faisais pas à ce moment-là. Mais maintenant, après une journée de chasse, bah on met les gants et puis avec les couteaux et on vide, on dépouille et le soir on ramène la viande et transformation. Et tu aurais sûrement bien des choses à apprendre à pas mal de, entre guillemets, postés. Ça m'est déjà arrivé sur une chasse où bah justement avec mon papa on vidait et il y a un monsieur, il vient me voir, il me dit bah qu'est-ce que vous faites? Un golf. Là, je fais un golf, je m'éclate. J'ai les mains dans le sang, mais il me regarde, il me fait mais qu'est-ce que vous faites? Il dit tout à l'heure vous étiez avec un épieu et les chiens, là vous avez les mains dans le sang. Je dis bah je vide l'animal que vous avez tué parce que bah il en faut bien pour le faire. Je dis il y en a qui sont à l'apéro et il y en a qui vident les animaux. Je dis après bah c'est comme ça, c'est la traque, c'est du début à la fin. Donc je dis il me dit mais vous avez une formation pour faire ça? Une formation. Je dis parce qu'on a besoin d'une formation pour faire tout et n'importe quoi. Je dis bah non, je dis Pour ouais, il existe apprendre. des formations pour apprendre, mais à la chasse, on apprend sur le tas quoi. Enfin, il n'y a pas une formation pour nous dire comment traquer ou comment être posté. Enfin, à part le permis de chasse pour nous apprendre les règles de sécurité, mais sinon il n'y a pas de secret. C'est de la transmission de génération en génération, de chasse en chasse. Après, il y a quand même des formations qui peuvent aider, Des formations certes qui peuvent aider, il n'y a pas. notamment pour la traçabilité, pour repérer s'il y a d'éventuelles maladies dans le gibier, Oui, dans la sur ça, oui. venaison. Mais oui, Mais après, il n'y a pas de formation à proprement dit pour la traque, pour te dire comment traquer, comment aller d'un point A à un point B, ou comment vider l'animal. Enfin, imagine, moi, j'ai jamais dépouillé ou vidé un sanglier. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner des conseils comme ça, par où commencer et comment faire? moi, je pars du principe que déjà, quand il y a le matériel pour, faut l'utiliser. Quand il y a des chasses où il y a des bancelets pour vider les animaux, vaut mieux utiliser un bancelet, ce sera beaucoup plus confortable que de se mettre par terre dans la boue. Euh, Niveau hygiène, si on peut éviter d'être dans la boue, vaut mieux se mettre sur les bancelets qui sont qui sont là pour, pardon. Bah, déjà un couteau bien affûté, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. On commence par, du coup, couper au niveau du ventre, sans être trop profond, parce que sinon, tout ce qui est boyau, tu vas tout percer. On va tout percer, du coup, Voilà, on va salir et on va gâcher la viande. exactement. Du coup, après, avec le couteau, remonter en fait au niveau du sternum, passer le couteau entre le sternum et la peau, pour justement couper la peau qui sera, jusque, en fait, au niveau de la gorge. Ok. En essayant de passer un peu sur le côté pour éviter justement de couper la trachée parce que tu en auras besoin après. Du coup, dégager en fait toute la peau en fait bah, de la trachée jusque bah, en bas du sanglier. Ensuite, avec une scie, tu vas devoir couper le sternum et l'os en fait qu'il y a entre les cuisses du sanglier, enfin entre les deux gîtes du coup. Et après, décoller la trachée de chaque côté. Pareil, décoller en fait tout ce qui va être collé au niveau des côtes. Et après, normalement, avec la trachée, tu tires et t'enlèves tout. Tire vers le bas On et tire vers le bas il y et a t'enlèves tout. tous les organes et les viscères Exactement. qui viennent. Ensuite, on le pend. Ensuite, on le pend. Et après, en fonction du marchand de gibier, on sait s'il faut laver, s'il faut pas laver, s'il faut dépanner, s'il faut pas dépanner. Enfin, c'est en fonction maintenant de chaque marchand de gibier. T'es jeune, on l'a dit, t'as 19 ans. Entre guillemets, tu commences à chasser. Oui. Comment tu vois la chasse dans 20 ans? C'est très compliqué à dire. En fait, il y a énormément de bâtons dans les roues qui se mettent de la chasse, qui se mettent dans l'engrenage en fait. On a beaucoup bah, justement de d'anti-chasse. T'as déjà eu affaire à eux, Non. mais tu le vois beaucoup aux infos. En fait, je le vois beaucoup sur tout ce qui est réseau, info, quoi que ce soit, quand on entend parler. On en a déjà entendu parler là cette année justement avec des sangliers qui ont attaqué des personnes dans un village ou des trucs comme ça, mais ou alors des gens qui ont vu des chiens, qui ont tué des chiens ou mais après l'avenir de la chasse, je pense que
dans tous les cas, la chasse va continuer parce qu'il y en a besoin. Après, je pense que il y a certaines chasses sont peut-être amenées à disparaître, pas d'ici 20 ans, mais au fur et à mesure du temps avec l'évolution des mentalités, je pense. Exemple. Exemple, je pense, j'ai rien contre la chasse à courre, mais je pense que la chasse à courre, c'est un type de chasse qui sera amené à disparaître parce que les gens voient la chasse à courre comme une torture animale, plus que la traque en elle-même ou plus que la chasse avec des postés et des trackers. Mais c'est peut-être C'est la chasse qui fait, enfin, qui à l'heure actuelle, qui fait le plus de bruit, entre guillemets, au niveau des réseaux, des infos. Enfin, c'est la chasse qu'on entend vraiment le plus parler, je trouve. que c'est peut-être aussi celle à laquelle les antichasses s'attaquent le plus. Peut-être. Celle qui est plus visible, je pense. Et est-ce que du coup, si aujourd'hui la chasse à courre vient à être interdite, ou les chasses traditionnelles, est-ce que c'est pas une porte d'entrée pour à terme interdire toute la chasse? S'ils arrivent à interdire une chasse, je pense qu'ils arriveront à interdire au fur et à mesure la chasse en elle-même. C'est absolument pas ce que je souhaite parce que vraiment, il y a que ceux qui sont dedans qui peuvent réellement comprendre ce qui se passe au cœur de la chasse et que c'est pas juste chasser pour chasser. Il y a vraiment du coup un but derrière. La régulation, c'est d'abord le fait de la régulation, mais après il y a vraiment toute une passion, toute une, je sais pas comment. Une, un art social, c'est une vie avec les gens, c'est une des rencontres, Exactement, c'est tout un univers. voilà, c'est un univers, c'est un moyen social, c'est un regroupement, c'est pas juste l'acte de chasse en fait, c'est pas. Alors, est-ce que tu as des amis, toi, euh, dans ton entourage, qui ne comprennent pas que tu puisses chasser? J'en ai qui comprennent euh, parce qu'ils voient pas l'intérêt en fait, par exemple, d'aller toute la journée sous la pluie, dans les ronces, courir après des animaux. Alors certes, quand on me le décrit comme ça, c'est sûr que c'est une passion de merde. Le matin, je me lève, je sais qu'il pleut, je vais marcher dans les ronces, avoir les pieds mouillés. Euh, Quand je le dis comme ça, je pense que personne n'a envie d'y aller. Mais en fait, c'est tout ce qui va être autour. En fait, la convivialité, le partage. Il n'y a pas une journée de chasse où je rentre où j'ai rien appris. Je vais forcément apprendre quelque chose, que ce soit sur un animal, sur une découverte, sur le comportement d'un animal. Tout est différent à chaque fois. Toute situation est différente. Toute chasse est différente. Moi, je rentre d'un week-end de chasse. J'ai eu plusieurs situations que j'avais jamais vécues avant, alors que je vais à la chasse depuis que j'ai 8 ans. Ça fait 11 ans que je vais à la chasse. Donc certes, bon, je suis jeune permis de chasse encore, j'ai que 19 ans. Mais je trouve que, en fait, les animaux évoluent en même temps que nos méthodes de chasse, que nous. Et en fait, on en découvre à chaque fois, on apprend tous les jours. Et imaginons, tu as devant toi quelqu'un qui n'est soit un journaliste pas chasseur ou des amis pas chasseurs ou quelqu'un qui t'interpelle, qui tu dois lui dire qu'est-ce c'est quoi la chasse pour toi? Comment tu lui dis et comment tu essaies de le convaincre d'un jour venir au moins essayer? Ça, c'est une question qui est très dure parce que les gens sur ça, ils sont très butés sur leur position. Bah déjà, enfin, je lui expliquerai que du coup, déjà, la chasse, c'est pas juste bah, l'acte de chasse ou le fait de tuer l'animal, c'est avant tout, du coup, toute une organisation, tout un collectif, toute une étude en fait dessus pour pouvoir avoir des solutions, pour savoir comment chasser, pour en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte avant même la mort de l'animal que tout est une découverte. Je trouve que il y a que les cons qui changent pas d'avis Ouais. et que toute personne qui va mourir sans avoir participé à une chasse mourra con. C'est un peu con, c'est un peu méchant dit comme ça. Faut le vivre. On peut pas critiquer sans l'avoir vécu. C'est comme dire j'aime pas les épinards alors que tu les as jamais goûtés. Tu peux pas dire j'aime pas la chasse parce qu'ils font ça. Viens au cœur de la chasse, vois comment ça se passe. Alors peut-être que oui, il y a certains comportements que tu n'aimeras pas, mais vis-le avant de pouvoir le critiquer. Tu peux pas critiquer parce que t'as vu sur les réseaux ou t'as vu que d'une vidéo qui a été extraite d'un propos qui a été modifié. Enfin, les réseaux sur ça, si vous prenez exemple sur les réseaux ou sur n'importe quoi qui tout peut être modifié pour dire j'aime pas la chasse, bah vous avez tort. Enfin, il y a pas de, faut le vivre pour pouvoir le critiquer.
à tous les non-chasseurs et les anti-chasses qui regardent ce podcast. Comme l'a dit Roman, le meilleur moyen de se faire un avis, c'est de le vivre et de se faire sa propre opinion en y participant. Donc, plutôt que de crier votre haine sur les réseaux, de lancer vos insultes, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Moi aussi, je suis d'accord. rapprochez-vous d'une société de chasse ou d'une fédération et participez à une journée au moins pour voir comment ça se passe. Exactement. Je pense que c'est le meilleur message qu'on puisse faire passer, parce que critiquer sans avoir goûté, c'est pas possible. Et puis qui sait? Ça se trouve, ils vont aimer. Il faut vraiment venir dans le but de découvrir et pas de dire j'y vais, mais je sais que j'aimerais pas. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire on parlait des réseaux sociaux. Je sais pas si tu as remarqué, il y a quand même énormément de... Lorsqu'on cherche des choses sur la chasse sur les réseaux, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus d'influenceurs sur la chasse. Est-ce que ce soit sur les réseaux ou autres, tu as des gens qui t'inspirent dans le monde de la chasse ou pas? Euh, Ça peut être ton papa, hein. Oui, voilà, parce qu'en fait, je regarde aucune vidéo de chasse. Franchement, la seule personne dont j'ai suivi l'exemple de A à Z et dont je continuerai de suivre l'exemple de A à Z, c'est mon papa. Si demain, je te dis, je t'emmène chasser dans l'endroit du monde où tu veux, dans la traque, avec tes chiens, est-ce que tu as déjà imaginé un endroit où pour toi, ça serait the place to be, l'endroit où je voudrais aller chasser? Il n'y a pas d'endroit où je voudrais aller chasser. Peut-être des chasses que je voudrais découvrir, comme la chasse en montagne. Ok. Mais après, me dire que tel endroit, ça serait la chasse que je veux, bah comme je le dis, à part la chasse que je pratique en Sologne, je regarde rien d'autre. J'avoue que je suis un peu fermée, j'ai un peu mes œillères. C'est peut-être découvrir la chasse en montagne, mais après, c'est pas- Et de quelle manière tu voudrais découvrir la chasse en montagne? Dans la traque? plutôt dans la traque, ouais. Ouais. Bah, parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce que je préfère, et comme je l'ai dit, je suis pas patiente. Je déteste attendre. Et enfin, je sais pas, peut-être qu'en montagne, on voit plus le gibier du fait des reliefs ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on voit plus l'activité ou peut-être qu'on l'entend mieux. Je sais pas, après, je suis pas fermée aux propositions. Vous entendez? Je suis pas fermée aux propositions pour la chasse. Tout ce qui peut me permettre de découvrir et d'en apprendre plus sur ce milieu. Donc, si vous souhaitez inviter Roman à venir traquer à la chasse et que vous êtes en montagne, eh ben, envoyez-nous un message. On fera passer. Non? Si, si, pas Si, de si, si. souci. Papa y vient, hein. Oui, papa, il vient par contre. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer à tous les chasseurs qui nous regardent et à tous les non-chasseurs? Déjà, j'ai un message aux femmes dans le milieu de la chasse. Vraiment, lancez-vous, n'hésitez pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, rapprochez-vous de personnes qui chassent. Si vous voulez découvrir le milieu, vraiment, tout le monde peut y rentrer, c'est pas fermé. Ensuite, pour les chasseurs, bah, qu'on continue de donner une bonne image de la chasse, qu'on continue de prouver les bienfaits de la chasse, justement aux anti-chasses, et aux anti-chasses de tester avant de pouvoir critiquer et de pas écouter tout ce qui se dit sur les réseaux, aux informations, quoi que ce soit, toutes les vidéos qui peuvent être détournées, modifiées. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, informations, tout est modifié, répété et amplifié. Donc, Déformés surtout. déformé, ouais, c'est ça. Donc, vaut mieux vivre le truc en temps réel plutôt que de regarder quelque chose à travers un écran et de le critiquer derrière. Parfait. Voilà. Parfait. On n'aurait pas fait mieux. Bon, eh ben, merci à toi, Roman. Merci à toi pour Merci l'invitation. d'être venu et merci de nous avoir fait découvrir la traque de l'intérieur. Moi qui connais quasiment rien à la traque. Donc merci. Et puis n'hésitez pas, vous, un jour, lors des battues dans votre société de chasse, bah, de demander à participer à la traque pour voir Exactement. la chasse de l'intérieur. Et je pense que moi, du coup, c'est ce que je vais faire à la prochaine saison, puisqu'on est à l'intersaison là. Mais Exactement. C'est ouais. ce qu'il faut. Faut tester. Il faut tester. Merci. Merci à toi.